pied de ces plateaux rocheux et au cœur de ces plaines désertiques, l'Iran conserve les traces d'un passé impérial, celui des Perses. Fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ, cet empire s'étendait de l'Inde à la Méditerranée. Les Perses ont légué au pays des vestiges innombrables. Le musée de Téhéran abrite une importante collection de vases, de bas-reliefs et de stèles. Le site de Persépolis, situé dans la région du Fars, au sud-ouest de l'Iran, compte parmi les ruines archéologiques les plus impressionnantes, les plus vastes et les plus intéressantes. La ville fut fondée par Darius Ier, souverain de l'empire perse achéménide. En 518 avant Jésus-Christ, il entreprit la construction d'une ville répondant à un objectif particulier. Persépolis ne devait jouer aucun rôle administratif, mais était destinée à servir uniquement de cadre aux fêtes du Nouvel An. À l'époque, c'était la ville de Suse, située à plus de 500 km de distance, qui jouait le rôle de capitale. Surgie de la poussière de la grande plaine de Marvedasht, Persépolis fut conçue pour symboliser la puissance de la dynastie. Édifiée sur une immense terrasse de 500 mètres de long sur 300 mètres de large, on y accède par un escalier monumental à 2 rampes. En haut des marches, la grande porte des nations fut édifiée par le successeur et fils de Darius, Xerxès Ier. À l'est comme à l'ouest, la porte est ornée de gigantesques figures de taureaux et de taureaux ailés à tête humaine d'inspiration assyrienne, dont la mission était de stopper les puissances du mal. C'est sur ce soubassement que se répartissent les ensembles de Persépolis, en particulier les bas-reliefs qui, pendant des décennies, ont été ensevelis par les alluvions de la montagne de Gran et de ce fait préservés. Flanqués de gigantesques figures de taureaux ailés à tête humaine, l'esplanade est couverte de monuments disposés de manière orthogonale. Les bâtiments de Persépolis n'usèrent pas de la voûte, mais s'inspirèrent des linteaux. Les principes de l'architecture grecque ont été utilisés avec le bois comme matériau. La salle de l'Apadana, forte de ses 36 colonnes hautes de 20 mètres, se prolonge à l'est et à l'ouest par un portique monumental. Les colonnes, finement cannelées, ont une proportion de 1 à 12 entre leur hauteur et leur diamètre. Cette immense salle permettait de rassembler une foule de souverains et de dignitaires qui venaient payer leur tribut au roi des rois. Persépolis a été conçue pour exalter le pouvoir absolu et l'unité de l'Empire. Cette cohésion est matérialisée par le cheminement conjoint des guerriers mèdes et persans. Les premiers sont coiffés du traditionnel bonnet rond, tandis que les Perses paradent en tillard cannelé. Toute la grandeur de l'époque achéménide repose sur le pacte de ces deux nations. La partie droite des escaliers se compose d'une frise qui représente sur 3 niveaux la procession des immortels. Les matériaux utilisés pour la construction de Persépolis proviennent d'origines multiples et parfois lointaines.
Les briques ont été cuites au soleil par le peuple de Babylone. Les cèdres proviennent d'un mont appelé Liban et furent convoyés par les Assyriens, puis les Cariens, relayés par les Ioniens. Les bois précieux viennent du Gandhara et de la Karmanie. L'or a été extrait par les peuples de Sardie et de Bactriane. Le lapis lazuli vient de Sogdiane, la turquoise de Chorasmi, l'ivoire d'Éthiopie. Les colonnes de pierre ont été ciselées par les Ioniens et les Sardes. Toute cette communion de peuples qui représente la totalité des ethnies qui composent l'Empire achéménide est représentée dans la procession des dignitaires. Tous les peuples de l'Empire viennent offrir au roi des rois les présents qui caractérisent leur art et leur créativité. Les Susiens offrent la lionne du désert, suivie des Babyloniens tirant un taureau à bosse, accompagnés des princes des deux fleuves qui présentent des étoffes rares et des vases qui débordent d'or et d'argent. La Phrygie porte une vaisselle d'or finement ciselée, de bouquetin et de taureau. Les Lydiens convoient les pièces rares d'orfèvrerie, des bracelets. Les Scythes, reconnaissables à leurs cheveux lisses, portent de lourds vases et des étoffes. Les béliers qu'ils offrent sont saisis à même la laine. Les émissaires de la Bactriane sont suivis d'un chameau. Les Indiens, eux, se contentent d'un âne et de parfums aux senteurs âcres. Les Gandhariens, rudes montagnards, guident un robuste taureau. Puis viennent les Arméniens, Ariens, Arachosiens, Silisiens, Cappadociens, Égyptiens, Parthes, Saugarciens, Chorasmiens, Scudiens, Thraciens, Arabes, Drangianiens, Libyens et pour finir, les Éthiopiens conduisant un okapi. Les palais de Darius et de Xerxès forment un quartier méridional de Persépolis dont l'accès est aménagé par des escaliers du Tripylon. Autour de vastes cours intérieures, on voit se développer une véritable architecture locale. Composée d'une salle à colonnes entourées de chambres, de dimensions réduites, on découvre à l'entrée d'énormes bas-reliefs montrant le combat du roi, un lion, un taureau et une procession de serviteurs.
Le roi entretenait une cour nombreuse. Les épouses, un harem, des officiers, des fonctionnaires de tout rang, des gardes. Les convives du roi se comptaient chaque jour par centaines. Les écuries royales regorgeaient de chevaux et de chars, de machines de guerre. Qui que tu sois, lis cette inscription et sache que tout ce qui s'y trouve dit, je l'ai réellement fait, et que j'ai accompli encore bien d'autres choses qui ne sont pas mentionnées ici. Les inscriptions achéménides sont rédigées en 3 langues, le persan, le babylonien et l'élamite, puis gravées en écriture cunéiforme correspondante. Les 3 traductions sont positionnées l'une au-dessous de l'autre. Situé sur la partie supérieure du site de Persépolis, le hall central, formé de 36 colonnes, est entouré de petites salles et protégé par un portique de 12 colonnes. On dénombre 5 portes d'entrée, dont les bas-reliefs décrivent l'entrée ou la sortie du monarque flanqué de sa cour. Les colonnes n'étaient pas toutes en pierre. Certaines étaient taillées dans des bois durs, couverts de plâtre ou de feuilles d'or. À l'entrée sud du palais, les vestiges d'un autre palais probablement détruit par un incendie ou un tremblement de terre. Le palais d'hiver de Darius. Sculpté sur un des murs latéraux, Darius, accompagné d'un esclave, franchit la porte. Surplombant le palais, 2 tombeaux de rois achéménides et un tombeau inachevé qui serait celui de Darius III, le dernier empereur achéménide vaincu par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les portails sont en pierre ornés de bas-reliefs sur les parois intérieures, décrivant les exploits des rois achéménides. Les niches sont taillées dans la pierre. L'espace entre les niches et les portails était en briques. La toiture était plate et couverte de bois de cèdre du Liban. Sur la terrasse, 2 siècles furent nécessaires pour la construction d'une dizaine de grandes salles et de leurs dépendances. Le roi est entouré de porteurs d'encens. Les offrandes étaient remises au souverain, qui les appréciait et portait un jugement immédiat sur leur valeur.
il reçoit le rapport du trésorier général, un Mède. Le souverain répondait aux pétitions et toutes les audiences étaient répertoriées sur des tablettes en argile rédigées en écriture cunéiforme, dont plus de 3500 ont été retrouvées sur le site. De nombreuses tablettes, rédigées en akkadien et en élamite, attestent des versements effectués aux architectes et aux bâtisseurs du palais, prouvant que la construction n'a pas été achevée par des esclaves, comme dans les autres pays, mais bien par des corporations rémunérées. L'une des portes du palais représente Darius sur son trône, porté symboliquement par les nations soumises à l'Empire perse. Ici, Darius enfonce sa dague dans le ventre d'un lion à cornes, symbolisant la victoire du bien sur le mal. Les palais achéménides ont été construits à partir de colonnes de pierre taillée, comprenant une base, un fût et un chapiteau composite. La salle des 100 colonnes, de 70 mètres sur 70 mètres, servait de lieu de réception pour les délégations reçues par le souverain. C'est probablement le lieu le plus fonctionnel de Persépolis et celui qui montre le mieux le génie architectural persan. Le roi faisait son entrée par une porte latérale. Il s'installait sur le trône monumental, entouré de sa cour et des dignitaires. Les délégations attendaient dans la petite salle des 4 colonnes et pénétraient dans la salle d'audience entre les 2 taureaux monumentaux qui supportaient le portique d'entrée. Lorsque Alexandre le Grand conquit l'Iran, Persépolis achevait à peine sa construction, si bien que certaines de ces grandes salles restèrent inachevées. Le palais des 100 colonnes servait aux audiences de Darius et de ses successeurs. Darius, sur ce bas-relief, est représenté tenant dans la main gauche une fleur de lotus, symbole d'éternité et de sagesse, et le sceptre dans la main droite, symbole de pouvoir. Anar-Sherajab, le premier bas-relief, représente une scène d'investiture des rois Ardeshir et Shapur Ier, ainsi qu'une procession militaire. La scène d'investiture est relativement banale et présente l'offrande du roi au dieu Ahura Mazda de la couronne royale. Le dernier bas-relief montre un personnage très important, bien que méconnu. Ce personnage, Kartir,
Le grand prêtre, ou Mobed et Mobedan, est décrit dans l'inscription Pahlavi comme le plus haut dignitaire religieux de l'époque. À Narcher-Rostam, la dynastie achéménide a adopté un nouveau type de sépulture pour ses souverains. Il s'agit d'hypogées creusées dans la falaise. Une distribution cruciforme s'ouvre sur la salle funéraire, située à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. La dépouille du souverain était placée dans un sarcophage, lui-même placé dans une tombe creusée dans le roc. Ardeshir, fondateur de la dynastie sassanide, reçoit l'anneau de la royauté de la main d'Ahura Mazda, le dieu suprême de la religion zoroastrienne, dont l'origine provient du mazdéisme qui puise ses propres racines dans les antiques Védas. Pour les archéologues, Kaba Zartosht serait un temple zoroastre ou un monument de préparation des morts réservé aux rituels religieux comme la libation. Les Sassanides ont régné sur l'Iran de 224 jusqu'à 600 après Jésus-Christ. Se réclamant comme les descendants des rois achéménides, ils ont fait graver leur représentation à Narcher-Rostam, à côté des tombeaux des empereurs achéménides et parfois juste au-dessus. Ils exprimaient ainsi leur vénération à ceux qu'ils considéraient comme leurs prestigieux ancêtres. Ce bas-relief représente la victoire de Shapur le Grand, roi sassanide, sur l'empereur romain Valérien. Sur la route de Kazéroun, les vestiges d'une retraite sassanide. Bishapur, ancienne ville royale. Un temple du feu témoigne du passé zoroastrien de la citadelle. Cette fête, à la démesure du règne du dernier Shah d'Iran, marque la naissance, il y a 2500 ans, de l'Empire achéménide. Revendiquant l'héritage de Cyrus le Grand, fondateur de la dynastie achéménide, le Shah fit défiler son armée, revêtue des différentes tenues qui marquèrent son histoire, devant un parterre d'invités prestigieux.